Et en un claquement de doigts, je suis sorti de mon corps. Je suis sorti de mon corps, je suis mort. Mon enveloppe corporelle était devant moi et j'étais debout. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je me nomme Célestino Aboudi, je suis chrétien et j'en suis fier. Les gens m'ont souvent dit au niveau secondaire et universitaire que Célestino, tu déranges. Célestino, tu exagères. Célestino, tu es trop dur, tu es trop rude. Je m'en vais tout simplement vous inviter à bien vouloir écouter ce témoignage. Vous comprendrez mieux les raisons pour lesquelles je suis si rigide. Je n'ai pas toujours été chrétien, bien qu'étant né dans une famille chrétienne, d'un père chrétien, d'une mère chrétienne, des aïeux chrétiens, mais moi, je ne l'ai jamais été. Beaucoup de personnes naissent dans des familles chrétiennes et pensent qu'on est chrétien. Je suis désolé de le dire, mais on devient chrétien. Et il y a un pas à franchir. Il y a quelque chose à faire pour devenir chrétien. Moi, je ne l'avais pas fait. Je ne l'avais jamais fait. Et je pensais même ne jamais avoir à le faire parce que le Seigneur ne représentait rien pour moi. Il n'a jamais existé dans ma vie. Et rien ne m'attirait à lui en fait. J'estimais que pour être chrétien, pour accepter Christ dans sa vie, il fallait être le pire des criminels. Il fallait être le pire des parjures. Mais lorsque je regardais ma jeunesse, mon enfance, je n'avais rien fait de grave, d'exécrable pour devenir chrétien. Donc, il fallait que je puisse davantage faire accroître mon CV pour en fait avoir une certaine raison de mettre en avant ma chrétienté. Alors ma vie, elle bascule en 2008-2009. C'est où se déroulent en fait des épisodes de ma vie qui ont fait en sorte que je devienne chrétien. Alors 2008, je suis un jeune lycéen. Je suis au lycée technique d'Ekounou. Je fais la classe de A4EE, donc l'année scolaire 2008-2009. Je suis encore au lycée technique d'Ekounou. Et c'est où beaucoup de choses vont se dérouler en fait. Je suis passionné de sport et bien avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, j'étais passionné de football. Et c'est normal, lorsqu'on est dans un pays comme le Cameroun, où le football est le sport phare, on ne peut qu'aspirer à porter très haut les couleurs nationales. Donc j'y ai songé un moment de ma vie et même si je n'allais jamais avoir la possibilité de porter les couleurs nationales, j'y ai songé à arborer la tunique d'une écurie footballistique européenne. Mais dans cette pensée-là, comme la Bible le dit, l'homme, il appartient à l'homme de penser, mais seuls les projets de l'Éternel se réalisent. Et moi, j'ai également eu à penser, j'ai eu à songer, mais sauf que les desseins du Seigneur avaient déjà été planifiés. Le dé avait été jeté, le sort avait été ouvert et il ne fallait plus que moi pour l'accomplir dans son intégralité. Donc, en 2008, je suis passionné de sport, particulièrement du football. J'y rêve, j'y songe matin, midi, soir. Je joue. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui savent à peu près la manière avec laquelle je portais ce sport à cœur, ils peuvent vous le dire, ceux qui me connaissent. Je fais partie des petits garçons qui se retrouvaient à cette époque-là sur les terrains de football en plein midi, sous la canicule, en train de jongler le ballon. Des petits jeunes là qui s'entraînaient sur les aires de jeu tout seuls parce qu'ils rêvaient, parce qu'ils avaient une ambition. 2008 donc, j'ai un premier hic, c'est mon dos. J'ai un accident en jouant au football. Ça avait toujours été récurrent en fait. Je pouvais jouer au football 2, 3, 4 fois. La 5e fois, j'avais un bobo. C'était toujours ainsi en fait. Une sorte de redondance, de répétition dans le temps et dans l'espace. Alors, nous sommes au soir de 2008. Nous jouons au quartier chez nous. On appelait cette zone la terrasse. Nous sommes retrouvés là pour jouer au football. Et pendant qu'on y jouait, sur une action plutôt anodine, j'ai fait un faux pas et
Mon adversaire m'a fait un croche-pied. Je suis tombé de dos. Et en tombant sur le sol, j'ai plutôt atterri, j'ai été amorti par une surface bossue. Dans mon dos, il s'est reposé dessus et mon adversaire est tombé sur moi. Donc j'ai été pour lui le tremplin. Et en tombant sur moi, j'ai ressenti sur ma région lombaire un craquement. Et ce craquement, puisque mon corps chauffait, j'étais en activité, en fait, les douleurs, je ne les ressentais pas. Après le jeu, après le match, je suis arrivé à la maison, je me suis débarbouillé, je me suis lavé, j'ai mangé, j'ai pris le repas et me suis endormi. Mais dans la nuit, j'ai commencé à faire une forte fièvre. Je ne me sentais plus bien, je transpirais à grosses gouttes et rien n'allait plus. Mais sauf que je me suis tué, je n'ai pas voulu le communiquer à ma maman. C'est une attitude, un caractère que j'avais gardé dans ma vie jusqu'à cette époque-là, jusqu'à cette période-là. Donc il pouvait m'arriver d'être malade, de souffrir le martyre, de connaître des périodes compliquées, mais ne pas avoir à parler, ne pas avoir à dire en fait. Parce que mon papa, il est militaire, il m'avait éduqué vraiment à la dure, à la rude. Par exemple, il me disait, l'homme ne pleure pas, l'homme pense, l'homme c'est la réflexion, l'homme ne montre pas ses faiblesses. Jamais on ne doit voir une larme sur l'œil d'un homme. Donc j'ai grandi avec toutes ces notions-là. Donc ce soir, sur mon lit, je ne dis rien à la maman jusqu'au petit matin où elle vient me réveiller pour aller à l'école. Mais sauf qu'elle m'appelle, je ne sors pas de ma chambre. Elle m'appelle, je ne sors pas. Eh bien, elle ouvre la chambre, elle me demande ce qui ne va pas. Je dis, je suis fatigué, je vais me lever, je ne me sens pas bien, on n'a pas cours, etc. Elle me dit, non, pourquoi est-ce que tu transpires? Je regarde ton lit, il est mouillé, qu'est-ce qui ne va pas? Je dis à maman, non, ça va, ne t'inquiète pas, ça va aller. Elle me touche, je suis brûlant de fièvre. Elle me dit, mon fils, jusqu'à ce point, pourquoi veux-tu me tuer? Pourquoi voudrais-tu vraiment en finir avec moi? Comment peux-tu être malade, souffrant et ne pas le partager avec moi qui suis ta mère? Et je lui dis, maman, je ne me sens pas bien, ça va aller. Elle me dit, non, non, lève-toi, je vais prendre soin de toi, nous allons aller à la clinique. Et je dis à maman, non, lève-toi, je vais te suivre. Elle se lève, je ne me lève pas. Elle revient des minutes après, elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Lève-toi et suis-moi. Sauf que je ne parviens toujours pas à me lever. Alors elle me dit, j'ai l'impression que tu es fatigué. Dis-moi la vérité. Je suis très fatigué. Je dis, oui, maman, je ne peux pas me lever. Après, elle me dit, bon, je vais t'aider. Je dis, maman, doucement, ne me bouge pas fort, j'ai très mal. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, maman, j'ai très mal, je ne parle pas. Et c'est où elle prendra de sa main, elle va me saisir le bras, elle va me lever. Elle se rendra compte que j'ai peur, je ne peux pas en réalité bouger. Elle va essayer de mettre la main sur mon dos et je vais me mettre à hurler, à lui dire, maman, s'il te plaît, tu me fais mal. Maman, s'il te plaît, tu me fais mal. Elle va sursauter et me dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Je vais lui dire, j'ai mal au dos. Et maman m'a regardé. Elle m'a regardé, elle m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai rappelé la scène. Elle m'a dit, tourne-toi, je vais voir. Je lui ai dit, je peux me tourner sans ton aide. Elle m'a renversé et lorsqu'elle a fait ce geste-là, mon dos, il avait gonflé, il était enflé, totalement tuméfié. Elle m'a dit, mon fils, comment peux-tu garder une telle douleur et ne pas partager avec moi? Mon papa, il n'était pas là, il était en mission. Et elle a fait appel à lui. Elle lui a dit, ton fils, il a fait ci, il a fait ça. Et qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Que puis-je faire en fait? Parce qu'elle avait une idée derrière la tête. Elle voulait m'amener à l'hôpital pour me faire suivre, etc. Et mon papa lui a dit, attends, je vais appeler ma soeur et je vais lui annoncer la triste nouvelle. Et tu vas faire selon ce qu'elle te donnera comme recommandation en fait. Alors, ma maman a appelé sa belle-sœur, la grande sœur de mon papa. Elle n'a pas essuyé le moindre refus. Elle nous a conviés chez elle. Et ma maman m'y a abandonné, laissé, je dirais, durant près de un mois et demi, 2 mois. Et après ce temps, retrouvant ma forme, j'ai filé, je suis revenu à la maison. Cela n'a pas empêché que je poursuive mes séances de massage chez ma grand-maman. Alors, je me massais et je poursuivais les classes et la rééducation également. Mais quelque chose va se produire dans ma vie et je pense que c'est le premier acte, le premier geste qui viendra bouleverser ma vie. La maman, en 2008, fréquentait déjà l'église en fait avec
mes frères, mes sœurs. Mais moi, je ne partais pas à l'église. D'ailleurs, j'en avais horreur. Il fait partie de ceux qui sabotaient Jésus-Christ. Il fait partie de ceux qui sabordaient son nom. Il fait partie de ceux qui pestiféraient ce grand et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. La maman, en fréquentant les assemblées, je ne sais pas, elle a dû avoir une révélation du Seigneur qui lui avait demandé d'apporter une Bible pour que je jure dessus. La maman, elle est venue avec cette Bible. Elle m'a demandé d'imposer ma main dessus et de jurer que je renonce au football et que désormais je me consacre à mes études et je suis le Seigneur. À cette période-là, j'étais passionné de foot et il était impossible de me demander de jurer et d'abandonner mon rêve en fait. Alors, je jure sur la Bible par obéissance à ma maman parce que je l'aimais. Lorsqu'elle m'a demandé de faire cet acte en fait, elle était Christ, elle était souffrante. Et aucun homme, aucun jeune homme ne peut se plaire à regarder sa maman souffrir, peiner pour lui et ne pas céder à un moment donné. Alors, j'ai dû céder à cela et je l'ai accepté. Je me suis retrouvé en train de jurer et de dire que j'abandonnais le football. Sauf qu'à mon âme et conscience, je savais que je n'abandonnerais jamais le foot. Et il fallait que je puisse recourir à une autre méthode. J'étais devenu furtif. Je pratiquais le football en cachette. Donc j'allais sur l'heure de jeu, je jouais et je m'entraînais également dans un club de la ville de Yaoundé où je réside actuellement. Je jouais dans un club, donc il m'arrivait d'aller faire des matchs, d'aller aux entraînements, de me débarbouiller très vite, d'enlever toute crasse sur moi, toute preuve de poussière, de boue, toute preuve de sueur, de fatigue. Il fallait que j'enlève tout cela, que je fasse le faux semblant en fait. Et j'ai dû jouer à ce jeu pendant l'année 2008 et jusqu'à l'année 2009. Donc à 2008, je fais semblant. 2009 également, je continue en fait avec le même rôle. Sauf que 2009, nous sommes là au deuxième trimestre de mon année scolaire. Quelque chose va se produire. Nous sommes au lycée. Je faisais A4EE, quatrième année électricité d'équipement, l'équivalent en enseignement général de la troisième espagnol, troisième allemand, tout ce que vous voulez. Nous avions un programme. Chaque vendredi, c'était la journée de TP, de travaux pratiques. Et le mercredi, donc 2 jours avant que ma vie ne change, avant que le Seigneur ne fasse une éruption fracassante dans ma vie, nous avions eu en salle une remise de notes. Et c'était une matière professionnelle. À côté de moi, il y avait assis mon camarade de banc, Niobe Albert, qui est pour moi un ami, pour qui j'ai jusqu'à aujourd'hui un très grand respect. Alors, Niobe Albert, il était assis à côté de moi et le professeur nous avait remis nos notes. Je l'avais dépassé d'un point et il ne l'a jamais avalé en fait. Parce que nous travaillions souvent dans un esprit de concurrence. Il fallait toujours dépasser l'autre et c'était réellement pas évident en fait. Je l'avais dépassé d'un point et il n'a jamais eu à l'avaler. Voilà que il commence à nourrir cette colère, cette haine-là vis-à-vis de moi, mais je dirais une haine naïve en fait. Ça n'avait rien à voir avec le fait que je l'avais dépassé d'un point. Parce qu'il faut savoir qu'il jouait milieu défensif, donc il jouait 6, et moi je jouais avant-centre 9, et à son poste il était bon, et à mon poste j'étais également bon. Donc essayez un peu de voir la rivalité, jusqu'où il allait. Alors le mercredi, on a remis les notes, et vendredi, nous avons projeté de jouer un match de kudo. Le kudo, dans notre argot, dans notre jargon, c'est quoi? C'est qu'un match derrière lequel il y a de la mise. Donc, les deux équipes font une répartition équitable de joueurs. Ensuite, ils mettent par joueur une somme à côté pour miser en fait. Et cette somme revient à l'équipe qui parvient à remporter la partie, à remporter le match. Alors, ce vendredi, mercredi, vendredi, nous sommes allés sur l'heure de jeu. Nous n'avons pas joué dans la même équipe en fait, parce que la rivalité avait atteint ce paroxysme-là. Nous n'avons pas joué dans la même équipe. Niobe Albert, depuis mercredi, il avait promis me faire mal. Il avait dit qu'il jouerait dur sur moi
et que je n'allais pas m'en sortir, que tout son match allait se dérouler uniquement sur ma personne et non pas sur les autres. Donc mes coéquipiers pouvaient avoir la balle et Niobe n'allait pas les attaquer, mais lorsque moi, j'aurais le ballon, il foncerait sur moi. Donc nous allons sur l'aire de jeu dans cet état d'esprit et en retour également, je lui avais promis la même chose. Je lui avais dit sur tous ces ballons, j'arriverai sur lui. Donc, nous sommes allés sur l'aire de jeu avec cette très grande et vive rivalité-là. Il était question de gagner et pas perdre. Et pas perdre la partie. Alors, nous arrivons sur le complexe Marc-Vivian Fouet, qui est juste en face du lycée technique d'Ekounou. C'est où nous jouons souvent nos rencontres de football en fait. Alors, nous arrivons là, nous faisons des réservations, on nous donne l'espace de jeu et on commence la partie. Alors, environ la 20e, 25e minute, notre gardien dégage le ballon sur une action anodine, plutôt anodine. Il dégage le ballon, alors je monte en suspension pour amortir le ballon. Pendant que je suis sur les airs, Niobe Albert monte également avec moi. C'était un duel en fait, sur toutes les balles il était là. Je monte, Niobe Albert monte avec moi pour amortir le ballon. Mais sauf que là, il se prépare à commettre un acte qui va bouleverser, transformer toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Il monte en duel, je veux poser le ballon sur ma poitrine, il monte avec moi et il me coude en plein thorax. Lorsqu'il me coude sur les airs, j'ai l'impression comme Boeing 547 vient de s'écraser sur moi en fait. J'ai l'impression que tout le poids du monde vient de s'abattre sur moi. Pour tout footballeur, amateur de football, il sait que lorsqu'on est en duel sur les airs et qu'on perd l'équilibre, le premier réflexe, il est de poser les bras sur le sol, histoire d'amortir le choc. Mais sauf que le choc, il était tellement violent au point où, sur les airs où j'étais, j'ai perdu connaissance en fait. Tout à coup, je suis entré dans les vapes. Je ne contrôlais plus rien. Je suis tombé à même le sol sans savoir où mettre les mains, sans amortir ma chute, rien du tout. Et j'ai atterri de dos avec la nuque. Je suis resté scotché sur le sol. J'étais là cloisonné en fait. J'ai voulu me relever, mais je n'ai pas pu. Tout me semblait difficile, tout me semblait pénible. Respirer a été pour moi un calvaire. C'était douloureux, difficile pour moi. J'avais de la peine, mon cœur il battait. Et au bout d'un certain temps, les voix de mes camarades commençaient à s'estomper. J'ai commencé à avoir de la peine à entendre. J'ai eu l'impression qu'on bouchait mes oreilles. J'ai commencé à avoir de la peine à voir, en fait. Tout s'assombrissait autour de moi. Et en moi-même, j'ai l'impression que j'étais en train de m'éteindre. Et l'un de mes camarades, il vit encore à Mugumbala. Il court vers moi. Il prend la main, il met dans ma bouche. Le petit truc qu'on fait souvent pour éviter que le joueur, à même le sol, avale la langue en fait. Alors il vient, il fait ce geste-là sur moi. Mais sauf que je suis là, je suis plus là en fait. Je suis en train de partir. Ma main est levée, la main est retombée d'elle-même. Idem pour toutes les parties de mon corps en fait. Je ne maîtrisais plus rien du tout. Et au bout d'un certain temps, j'ai eu cette impression-là, comme s'il y avait un individu tapis dans l'ombre qui s'amusait à jouer avec ma bouteille à oxygène. Donc, il pouvait l'ouvrir et la refermer, l'ouvrir et la refermer, l'ouvrir et la refermer. Donc, j'avais des interruptions discontinues de mon oxygène. J'avais de la peine à respirer. Alors que nous étions un espace totalement vert, mais moi, je manquais d'air. Bonjour à vous et merci d'avoir regardé entièrement ce témoignage. S'il vous a édifié, je vous invite à aller regarder la seconde partie sur ma chaîne Célestino le Chrétien, sans toutefois manquer de vous inviter à le partager tout autour de vous afin qu'il puisse également édifier les membres de vos familles, les membres de vos communautés et enfin qu'il puisse gagner des âmes. Que le Seigneur veille sur vous. Shalom.